On va commencer par Henri Galinier et on va lui poser d'abord une première question. Monsieur Galinier, quand le CO est-il attesté en Touraine? Bonjour à tous. À notre connaissance, le CO est mentionné pour la première fois à la fin du XVIIIe siècle, ce qui ne signifie pas qu'il est arrivé à ce moment-là. Il peut être là depuis plusieurs décennies, voire plusieurs siècles. Simplement, dans les textes, c'est 1782-83, et puis une mention dans le Bordelais en 1785, où il est dit qu'autour de Tours, ou auprès de Tours, pousse un cépage très fin qui s'appelle le CO. C-O. C'est la première mention en Touraine du CO. Alors, on va faire une pause, justement, Monsieur Galinier, puisque vous employez un mot que nous, on a écrit avec un C, avec un O, accent circonflexe, et un T. Est-ce qu'on doit l'écrire ainsi, ou est-ce que plusieurs versions sont autorisées? Parce qu'on voit un peu tout, le CO sans accent, le CO avec accent, on est un peu perdu. Les noms de cépages sont proches des noms propres. C'est-à-dire que l'orthographe est très variable d'un endroit à l'autre. On a écrit CO, C, O accent circonflexe T à partir du XIXe siècle à l'initiative d'un ampélographe très très célèbre qui s'appelle Odard et qui était tourangeau. Je viens de vous dire que la première mention c'est CO, tout simplement sans accent circonflexe. Dans la nomenclature internationale, c'est-à-dire celle qui est utilisée comme on le fait en botanique pour une espèce dans le monde entier, c'est C-O-T, l'accent circonflexe est tombé. Tout simplement parce que toutes les langues du monde n'ont pas d'accent circonflexe. Donc on a simplifié le nom. Ça, c'est la dénomination internationale. En français, Odard a imposé C-O accent circonflexe T. Pourquoi cet accent circonflexe? C'est difficile à dire. Peut-être parce que un des noms dans la Loire était Corse, Corse, assez long, et qu'on marque une voyelle longue par cet accent circonflexe, peut-être parce que c'est une contraction de Cahors, mais tout cela sont des propositions, il n'y a aucune règle absolument établie en ce qui concerne l'orthographe de CO. Très bien, mais peut-être que ça arrange aussi les gens de Cahors, que ça soit la bonne vérité à dire, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis un homme de marketing, donc peut-être qu'on va raconter qu'il y a une hypothèse Cahors, peut-être pour expliquer le mot CO. Vous l'avez déjà entendu, ça? Cette relation du mot avec l'origine Cahors? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une des deux explications possibles. Et d'ailleurs, il y a peut-être deux explications. Lorsqu'on regarde la façon dont le CO est monté du sud-ouest, il y a deux voies de pénétration. L'une par l'est, peut-être par la Loire, où on trouve Corse, c'est-à-dire une contraction de Cahors. Et une autre par l'ouest, semble-t-il par voie terrestre. Là, ce sont deux propagations lentes qui donnent CO, accent circonflexe T. Mais qui peut venir de Côte Rouge. Côte Rouge, c'est un des noms principaux du CO dans le sud-ouest de la France, avec d'autres. Donc on a les deux explications et aucune ne l'emporte définitivement sur l'autre. Et il n'est pas indispensable de choisir l'une ou l'autre. CO peut venir de Côte Rouge et de Cahors. Alors, deuxième question, Monsieur Galinier, quand ce cépage apparaît-il en France? C'est un problème de documentation. Il apparaît au XVIe siècle, ce qui ne signifie pas qu'il n'existe pas avant. L'histoire des cépages est une histoire qui n'intéresse pas grand monde avant une période récente, c'est-à-dire avant la fin du XVIIIe siècle. Ce qui intéresse, ce sont les vins. Et donc, le CO est attesté à 3 endroits dès le XVIe siècle. À Cahors même, sous le nom d'Auxerrois, à Fontainebleau, sous le nom de
plan ou vigne de Cahors, et en Bourgogne et dans la région parisienne sous le nom de Samoiro au XVIe siècle. Merci beaucoup pour ces précisions extrêmement intéressantes. Le cépage n'est pas connu en Touraine à cette époque. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça au XVIe siècle en Touraine? On ne connaît pas? On connaît depuis peu les deux parents du cépage. Chaque cépage a deux parents puisque la vigne est une plante dioïque avec mâle et femelle. Donc les deux parents sont le prunelard, qui est un cépage du sud-ouest, très connu dans le Gaillacois, et l'autre, c'est la Madeleine noire des Charentes, mais le nom de Madeleine noire des Charentes est un nom actuel. On ne sait pas ce qu'était ce cépage à l'époque médiévale et au début de l'époque moderne. Il a été complètement perdu, il a disparu, certainement au moment du phylloxéra, mais il a été retrouvé génétiquement à partir d'abord d'une treille qui se trouvait dans le bassin de la Rance, en Normandie, qui a permis de l'identifier et, par comparaison, de le rapporter à certains cépages des Charentes. On l'a appelé, les ampélographes viennent de le dénommer Madeleine noire des Charentes. Madeleine noire parce qu'il est précoce, Charente parce que c'est là qu'on trouve les plus anciennes souches. Donc ça, c'est l'origine génétique du cépage, mais on ne sait pas précisément où il est né dans le sud-ouest. Peut-être dans le Tarn, peut-être dans le Lot, quelque part par là, entre le Lot, le Tarn, le Garonne, etc. Et ensuite, il a essaimé considérablement. Donc on a évoqué la provenance du nom Co. Quels sont les parents? Vous l'avez indiqué. Donc aujourd'hui, d'où vient le nom de Malbec? Est-ce que vous avez une idée là-dessus? Malbec. Malbec, il y a deux hypothèses là encore, est un nom qui a apparu au XVIIIe siècle, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, et c'est une nouvelle façon de nommer. Jusque-là, on nommait très souvent les plants, comme le plant de Cahors, par l'endroit d'où ils provenaient, c'est-à-dire le lieu où on pouvait aller s'approvisionner, au moins au départ. À partir du XVIIIe siècle, on commence à appeler les plants par le nom de celui qui les a obtenus, par croisement, ou qui les a diffusés. C'est l'hypothèse ou c'est l'explication pour Malbec. Malbec est un individu. Certains disent que c'est quelqu'un du Sud-Ouest, d'autres disent que c'est un Allemand qui travaillait dans le Bordelais et qui a introduit une nouvelle variété de Co ou d'Auxerrois, depuis Cahors ou ailleurs, qu'on a appelé par son nom. C'est ainsi que vient le nom Malbec. Et le nom, on le voit à la fin du XVIIIe siècle dans le Bordelais. Audard, encore une fois, l'ampélographe tourangeau, parle en 1845 d'une nouvelle espèce qui vient d'arriver en Touraine et qui est un Co particulier. Et ce Co particulier, d'après la description qu'il en donne, c'est le Malbec. Et il le nomme Malbec quelques années plus tard. Donc le plant se diffuse. Et ce qui impose le nom mondialement, c'est l'exportation des plants vers le Nouveau Monde, l'Amérique, au XIXe siècle, sous ce nom de Malbec. Vous m'aviez raconté, M. Galinier, paraît-il, la plutôt probable histoire de la remontée du cépage de Cahors en Touraine, ou du moins à Fontainebleau, au XVIe siècle. Est-ce que vous pouvez nous la raconter, cette histoire? Alors, c'est une des rares histoires vraies, donc elle n'intéresse personne, contrairement aux légendes qui se diffusent en permanence. L'histoire vraie est la suivante. Entre 1532 et 1539, François Ier, le roi, lorsqu'il fait reconstruire le château de Fontainebleau, décide d'introduire de la vigne à Fontainebleau. Il envoie en mission un certain nombre de ses sommeliers afin qu'ils rapportent et qu'ils ramènent des vignerons de 4 ou 5 pays de France pour implanter cette vigne. On a parmi ces vignerons un dénommé Jean Rivard de Cahors.
Jean Rivard vient avec les autres pendant plusieurs mois et il aide les autres vignerons à implanter les vignes de leur pays. Il y a là des vignes de Mata, en Saintonge, des vignes de Mirval, près de Montpellier, des vignes du Languedoc et des vignes de Cahors. Ce sont les 4 principales. Par ailleurs, François Ier fait aussi introduire des vignes d'Arbois, du Jura, des vignes d'Espagne, des vignes du sud-ouest de la France, de Guyenne. Et donc ces vignes sont implantées dans 2 villages à proximité du château de Fontainebleau, dont l'un s'appelle Samoro. Et on retrouve, très peu de temps après, des vignes sous le nom de Samoro dans la région parisienne et en Bourgogne. Et les traités du XVIe, XVIIe siècle parlent très très souvent de ce Samoro, qui n'est autre donc qu'un cépage que l'on a nommé d'après le lieu où on est allé se le procurer. C'est ainsi que les changements de nom se font très souvent. Ça s'appelle Plan de Cahors, puis Plan de Fontainebleau, puis Samoro, etc., etc. Et ce Samoro a une aire d'extension par son nom qui couvre le très grand vignoble, qualitativement parlant, orléanais, la Bourgogne, jusque vers la côte des Bars, c'est un seul et même vignoble, puis le Berry, alors que d'un autre côté, on a les autres noms qui sont Cahors, Caux, etc., qui arrivent un peu plus tard. Voilà la vraie histoire du Samoro. Voilà, bien écoutez, on va... Ah, monsieur, vous voulez poser une question? Enfin, il faut en profiter. Hein. Je voulais juste savoir le rapport avec la ville d'Auxerre. Alors ça c'est intéressant. D'autant plus que François de Roaldès laisse la question dans toute son ambiguïté dans son écrit du XVIe siècle, puisqu'il dit qu'il se pourrait que ça vienne de Bourgogne. Mais en fait, monsieur Galinier, est-ce que c'est vrai? Parce que depuis, on a fait des recherches. Vous avez remarqué qu'on a éludé la question depuis le début de la matinée. On a parlé de beaucoup de choses, mais pas d'Auxerrois. Oui. Alors, il existe un cépage blanc qui s'appelle l'Auxerrois et qui est une variété de pinot blanc dans l'est de la France. La raison pour laquelle l'Auxerrois rouge, noir à Cahors s'appelle l'Auxerrois nous échappe à tous. Roaldès, comme le disait M. Laborie, le note lui-même au XVIe siècle, disant qu'on l'appelle Auxerrois. Or, je doute qu'il vienne d'Auxerre, c'est ça, hein? Certains pensent qu'il vient d'Auxerre. Ah oui. Certains pensent qu'il vienne d'Auxerre. On ne sait absolument pas expliquer son nom. Alors, j'étais tenant d'une version occitane dont M. Laborie m'a convaincu qu'elle était fausse. Donc, je ne la donne pas. C'est-à-dire que Auxerrois viendrait du nom à Haute-Cérès, traduit en français sous la forme Auxerrois. Ça ne marche pas parce que dans les textes anciens, le cépage du sud-ouest, le cépage est toujours appelé Auxerrois. Généralement appelé OXE, ROIS ou 2RIS. Mais ça n'a pas grande importance. L'orthographe n'a pas grande importance. Parce que l'orthographe, la graphie est souvent une traduction phonographique. C'est-à-dire qu'on retranscrit par l'écrit ce qu'on a entendu, sans tenir compte de l'orthographe, surtout pour ce qui est des noms propres. Donc, on ne sait pas ce qu'est l'étymologie du nom auxerrois. Très bien, on le dira à ceux qui, sur leur contre-étiquette, l'ont déjà expliqué. Donc, marketing oblige. Léonard, est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire donc qu'il est originaire de Cahors selon ses dernières recherches? Oui, alors, bon, les dernières recherches ne nous permettent pas de répondre à cette question par l'affirmative. On peut même imaginer que le croisement, vous avez bien compris qu'il y avait un croisement à l'origine de ce cépage, que le croisement ait eu lieu dans plusieurs endroits en même temps. Donc on pourrait avoir plusieurs lieux de naissance. Ceci dit, à Cahors, on aime à penser que l'on est précisément sur cette route entre la Méditerranée, le Gaillacois, et puis l'Atlantique, les Charentes, qu'au XIVe, XVe, XVIe siècle,
encore, Cahors est une ville extrêmement importante, une place de marché avec des financiers, des industriels quasiment dans le textile, etc. Et donc, cette place importante ait pu être le lieu du croisement des cépages. Mais enfin, c'est vraiment très hypothétique. Et ce qui me paraît plus important, je pense que c'est ta question suivante, et tu peux la lancer, c'est celle de la sélection. Parce que, bon, peu importe l'endroit où le cépage est né, finalement, on n'a pas d'acte de naissance, pas d'acte de baptême, encore que pour le baptême, pour le nom, on sache, on ait certaines informations. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir qu'à Cahors, dès lors qu'il est mentionné au XVIe siècle, ce cépage est considéré comme celui qui est le plus identitaire, celui qui marque l'identité du vignoble. Et au XVIe, au XVIIe, XVIIIe plus encore, et puis XIXe siècle, le cépage auxerrois, qui est donc un synonyme de Malbec, est considéré comme faisant le fond des vignes. Alors pourquoi, là, la question qui se pose à l'historien, c'est pourquoi à Cahors a-t-on choisi ce cépage pour faire le fond des vignes? Il n'a jamais été seul, ce cépage, à Cahors, il y en a d'autres, mais c'est le principal. Pourquoi? Alors il y a deux grandes explications. Celle qu'on trouve le plus dans la littérature, dans ce qui a été écrit jusqu'à présent, c'est l'explication technique biologique. C'est un cépage qui est bien adapté au terroir, c'est-à-dire bien adapté au sol, marqué par le calcaire, ou bien, si on est dans la vallée, par les alluvions, et puis bien adapté aux conditions climatiques. Voilà. Moi, je trouve qu'on peut ajouter une autre explication, moins fréquente, qui est celle du marché. Parce que si vous avez un cépage bien adapté au climat et au sol, mais qui ne se vend pas, il ne perdurera pas. Or, il a perduré. Il a répondu à une demande. Voilà. Et cette demande, historiquement, c'est la demande d'un vin coloré, charpenté, qui vieillit. Et donc, c'est l'explication marchande de la sélection de ce cépage. Alors évidemment, à Cahors, il se nomme auxerrois au XVIe siècle. François de Roaldès est assez élogieux quand même sur la qualité du cépage dans son court extrait. Il parle d'une qualité du cépage qui donne apparemment du bon vin, et il le reconnaît à l'époque. Oui, c'est très juste. Donc Roaldès, c'est un juriste. Il y a une université à Cahors à cette époque-là, et avec une faculté de droit, disons, un enseignement en droit, et François de Roaldès est un enseignant en droit, et à la fin du XVIe siècle, il écrit un traité, un des premiers traités sur la vigne dans cette France renaissante, au sujet donc, et il parle beaucoup des vignes de sa région de Cahors. C'est là qu'est fait mention de l'Auxerrois pour la première fois dans un texte, avec une note qualitative en effet. C'est un raisin qui fait de très bons vins, ou de vins très fins, dit-il. Voilà. Sans pour autant négliger les autres, il mentionne aussi le muscatel bourg. Voilà, donc Parker n'a pas lancé le Malbec, en fait. Ça date pas des années 2000, pas du tout. Vous voyez que François de Roaldès devrait être remis à sa juste place, premier prescripteur du cépage, en tout cas dans le document, et à ce jour le plus ancien. Alors justement, on a sélectionné ce Malbec à Cahors pour ces raisons, mais on parle aussi beaucoup de Bordeaux au sujet de ce nom Malbec. Quel est le rapport entre Malbec et Bordeaux ? Alors j'espère que l'auditoire ne va pas être perdu, mais on va encore introduire un autre nom qui est celui de Noir de Pressac. C'est un autre synonyme, une autre manière d'appeler le cépage. Et donc là, au milieu du XVIIIe siècle, on voit que le cépage voyage du Lot vers le Saint-Émilionnais, où autour du château, du domaine de Pressac, il va être adopté. Alors là, c'est un transfert très humain. C'est toujours une affaire humaine qu'un transfert de cépage, mais là, on sait qui
a fait ce transfert. C'est un propriétaire qui a acheté un domaine à Saint-Émilion. Il y répand donc le cépage qui va prendre le nom de ce domaine, Noir de Pressac. Voilà, milieu du XVIIIe siècle. Saint-Émilion, donc rive droite, et puis de la Garonne. Et puis, à la fin du XVIIIe siècle, donc une cinquantaine d'années plus tard, on retrouve mention du cépage sous le nom de Malbec, cette fois, pour l'Entre-deux-Mers et le Médoc, avec l'origine qu'a expliqué Henri Galinier. C'est un homme qui a diffusé ce cépage dans cette région. Mais le Médoc, au XVIIIe siècle, c'est une région qui se développe extrêmement, qui devient un grand vignoble, comme on le sait. Et donc, il n'est pas anodin que le cépage se développe là et qu'on retienne le nom qu'il a pris là, plutôt que Noir de Pressac, pour le dénommer ensuite plus largement en bordelais. Voilà. Donc, quand le passage en bordelais s'est-il opéré? Au cours du XVIIIe siècle, assurément. Peut-être était-il là auparavant, nous n'avons pas de traces, mais 18e, c'est sûr. Et donc à cette époque, le cépage ne se nomme pas encore Malbec à Cahors, mais il est transféré, il se déplace sur Bordeaux, et c'est à Bordeaux qu'il prend le nom de Malbec, finalement assez tardivement par rapport à tout ce que nous a dit Monsieur Galinier. Donc c'est plutôt une dénomination moderne. Moderne, oui, c'est comme ça qu'on appelle la période, en tout cas. Donc entre François de Roaldès, qui l'appelait au XVIe siècle à Cahors l'Auxerrois, puis le Malbec au XVIIIe siècle, fin XVIIIe, il s'est passé du temps en effet. Donc, autre question, pourquoi et comment il a gagné finalement le Nouveau Monde? Donc ça s'est passé comment? Et ça s'est passé finalement depuis Bordeaux. Alors, les départs, vous savez, le 19e siècle est un siècle d'émigration, de migration. Donc, il y a des gens qui y partent et qui arrivent, et dans des proportions bien plus fortes qu'aujourd'hui encore, qu'aujourd'hui même. Il y a des transferts de population très importants. Et il y a notamment, depuis la France, même si la France n'est pas un grand pays d'émigration à cette époque-là, il y a depuis la France des départs vers l'Amérique du Sud, du Nord et du Sud. Et Bordeaux est un des ports depuis lesquels partent les migrants français. Et ils partent souvent avec, selon leur profession, mais avec des souvenirs de leur pays d'origine, et notamment des plants de vignes. Donc, le cépage, on le sait, arrive au Chili et en Argentine au milieu du XIXe siècle. Probablement, très probablement, depuis Bordeaux, puisqu'il arrive là-bas sous le nom de Malbec, c'est-à-dire sous son nom, sous son identité bordelaise. Donc c'est depuis Bordeaux et avec quelqu'un qui avait en tête la dénomination bordelaise qu'il est parti. Ouais, tu me suis? Oui, très bien. Ouais. Et est-ce que il est juste de dire que finalement il est d'abord arrivé là-bas depuis Bordeaux? Est-ce que le cépage ne s'est pas déjà propagé ailleurs avant? Alors, les Argentins, y compris mes collègues historiens argentins, ont tracé le transfert du cépage de la France vers leur pays. Mais ils n'ont pas regardé si le cépage avait voyagé ailleurs. Et il se trouve que, avant même d'être repérable en Argentine, au milieu du XIXe siècle, le cépage, là encore sous son nom bordelais, Malbec, est repérable en Australie. Il y a un pépiniériste en Australie qui, dans son catalogue de plants, propose du Malbec en 1840. Voilà. Je n'ai pas fait une enquête exhaustive, donc je n'ai pas fait le tour du monde des catalogues de pépiniéristes au milieu du 19e, mais voilà, on sait que le cépage n'est pas allé seulement au Chili et en Argentine, il a voyagé partout dans le monde. Pourquoi? Parce que c'est un des principaux cépages de France au 19e siècle. Donc, et on peut donner le scoop aujourd'hui, il est déjà en Chine. Au 19e? Là, actuellement. Ah oui, aujourd'hui. On est actuellement en train de planter aussi du Malbec en Chine.
Est-ce que finalement, une relation ne s'est pas tissée du fait du cépage entre l'Argentine et Cahors, et historiquement? Ouais. Alors, donc le cépage est parti en Argentine depuis Bordeaux vraisemblablement. Il pourrait être parti depuis Bayonne ou ailleurs, mais bon. Ceci dit, et avec son nom bordelais, ceci dit, il y a des lotois qui partent aussi en Amérique du Sud. Et il y a des lotois qui créent des bodegas, des exploitations viticoles en Argentine. Alors, je ne sais pas comment ils appellent à cette époque-là leur cépage. Est-ce qu'ils l'appellent Malbec? Est-ce qu'ils l'appellent Auxerrois? C'est encore à voir. Mais nous avons des traces vraiment intéressantes de vignerons lotois qui nomment des cuvées en hommage à leur petite patrie, à leur pays d'origine, non seulement la France, mais le Lot. Et c'est ainsi que dans les années 1870-80, on a déjà des bodegas qui proposent des cuvées Gambetta y Prosperidad. Gambetta et prospérité. Gambetta est un homme politique français majeur, natif de Cahors, de famille italienne d'origine, mais qui est originaire de Cahors. Donc on a déjà un siècle avant le nôtre, voire 2 siècles maintenant, des relations de ce type. Évidemment, les relations se sont densifiées ces dernières années autour du Malbec. Et depuis 2007 en particulier, il y a une relation à la fois économique, humaine, politique, puisqu'il y a eu des échanges, une coopération décentralisée entre les deux espaces, France-Argentine et plus spécifiquement Cahors et Mendoza en Argentine. Donc c'est un tango dans la durée. Finalement, Monsieur Galinier, le mot co perd un peu la bataille. Les ampélographes du 19e siècle donnent à ce cépage qui peut porter plusieurs noms en France le nom de co, mais finalement, c'est le nom bordelais qui va l'emporter. Le marketing, qu'est-ce que vous en pensez? Indubitablement. C'est pour les raisons que M. Laborie vient d'exposer. C'est sous le nom de Malbec que le cépage gagne le Nouveau Monde. Et du coup, il perd son nom chez lui-même. En revanche, alors le samoaro disparaît parce qu'il est inadapté. C'est-à-dire qu'on l'a implanté dans des zones où il est au-delà de ses limites climatiques. Et en gros, il a servi là-bas comme vin à noircir. Les vins trop légers de Bourgogne, parfois. Les vins qui manquaient de couleur en Bourgogne. Et en revanche, le co a gardé son nom, qui n'est pas le nom d'origine, mais son nom, celui qu'on lui a fabriqué, donné dans la vallée de la Loire. On l'appelle parfois Malbec ici, mais c'est un peu bizarre parce que ce nom n'a rien à faire dans ce coin. Et Co a une assise régionale forte, comme Malbec a une assise mondiale. Très bien, merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si c'est perdre une bataille. Qu'est-ce qu'il faut qu'on raconte pour expliquer en réalité ce que veut dire Malbec? Alors on a vu que c'était un patronyme, mais voilà, est-ce qu'il y a un lien avec le vin directement? Donc Malbec, épelé M-A-L-B-E-C, c'est un patronyme du sud-ouest, fréquent, très fréquent. Mais quand Malbec apparaît pour désigner un cépage, c'est avec un K. Et il garde d'ailleurs ce K dans certains pays, certains coins. Bon. Et donc, ça ne renvoie pas au Malbec du sud-ouest, mais plutôt au Malbec patronyme d'un personnage originaire de la Hanse, comme il y en avait beaucoup dans le Bordelais. Donc des gens qui venaient faire du commerce depuis le nord de l'Allemagne, cette région-là de l'Europe, et qui se sont installés vraiment en grand nombre au XVIIIe siècle. On parlait de Bordeaux baltique pour évoquer cette ville à cette époque, qui n'était pas seulement tournée vers les Antilles, mais qui avait beaucoup de relations aussi avec ces territoires du nord de l'Europe. Voilà, donc Malbec, c'est le nom d'un personnage qu'il faut qu'on retrouve, et ça on va s'y employer, une fois pour toutes, et comme ça on pourra
vraiment chasser toutes les autres histoires, notamment celle qui dit que les Français, mais je crois que c'est même pas la peine de la répéter parce que elle n'est pas très intéressante, elle n'a servi, cette histoire de mauvaise bouche, qu'à disqualifier la viticulture française et l'autoise en particulier par rapport à une autre viticulture qui aurait su faire quelque chose de son cépage. Est-ce qu'on peut faire le point sur la Touraine d'abord, parce qu'on est en Touraine? Est-ce qu'on peut replacer un peu le contexte de la vigne dans son territoire ici? Alors, la Touraine, en fait, est très représentative de ce qu'on trouve partout, en fait, en Gaule, hein, puisque là, on va aller sur une période où la France n'existe pas encore hein, en tant qu'entité politique hein, actuelle. En fait, les premières apparitions de la viticulture en Touraine, mais je dirais en Anjou, un petit peu partout, en fait, ça tient à la romanisation. Alors attention, je parle de viticulture, je ne parle pas de consommation des vins, parce que en fait, on consomme dans la vallée de la Loire et en Gaule depuis très très longtemps le vin. Hein, les Gaulois apprécient énormément cette boisson et l'utilisent. On a des attestations archéologiques très importantes, mais ne produisent pas. En fait, hein, et donc c'est véritablement la romanisation, donc qui, à partir donc sans doute du 1er siècle, dès le 1er siècle, en tout cas on a des traces qui l'attestent en Touraine, notamment on est sur les bords de la vallée de la Vienne à Crouzilles, on a un site très important, une fabrique d'amphores. Dressel 3 qui correspondent à des amphores vinaires de manière absolument exclusivement du vin. Et si on a une fabrique d'amphores à cet endroit-là, c'est qu'on a un vignoble qui est proche et qui existe donc dès le 1er, 2e siècle. Alors, donc on cultive en fait de la vigne en Touraine, on peut dire depuis 2000 ans. Hein. Alors la question maintenant, c'est de savoir qu'est-ce qu'on cultive. Est-ce qu'on cultive du coup? Alors là, autant dire clairement les choses. On est incapable hein, de le savoir. À l'heure actuelle, nos données ne le permettent pas de répondre à ces questions-là. Mais en revanche, on peut penser que dans l'avenir, on pourra répondre peut-être à ce genre de questions par le séquençage hein, de l'ADN, sur des pépins de raisin hein, qui sont retrouvés dans les fouilles. Hein, on en retrouve. Et d'ailleurs, ce matin, on en parlait. Hein, il y a alors là pour le coup un autre scoop. Donc on en parlait dans la voiture en venant ici avec Henri. En fait, il y a un article qui vient de paraître, mais, donc c'est dans la revue Nature, dans Nature, où donc pour la première fois, en fait, hein, des pépins ont pu être, l'ADN a pu être récupéré. Et donc, à la limite, c'est à toi d'en parler parce que. Oui, c'est rare de vivre en direct un changement majeur. Et là, le changement est considérable. Pour la première fois, on a pu reconstituer l'ADN ancien fragmenté, c'est-à-dire des portions d'ADN. Je crois qu'il y a 14 laboratoires dans le monde qui ont travaillé à ce projet ensemble, menés par des Danois, parce que les Danois ont l'expérience des carottes glaciaires, avec du vivant dans la glace qui peut avoir plusieurs milliers d'années. Et donc, ils ont développé une technique d'exploitation, d'interprétation des ADN tronqués. Et on vient d'établir de façon indubitable que le Savagnin était à Orléans au XIIe siècle, ce qui ne veut pas dire qu'il apparaît au XIIe siècle. Il est attesté au XIIe siècle. Et vous savez, vous qui vous intéressez au chenin, qui n'est pas l'objet aujourd'hui, mais que le Savagnin est un des deux parents du chenin. Et surtout, par ailleurs, on a attesté que la mondeuse blanche existait dans l'Antiquité, la mondeuse blanche qui est un des deux parents de la Syrah. C'est-à-dire que là, on remonte pour la première fois, on établit pour la première fois un lien indubitable entre les écrits de l'Antiquité, sur lesquels on glose depuis des années et des années. Il y a des dizaines de milliers de pages qui ont été écrites, où on s'arrache le foie à propos de l'interprétation des propos de Pline, de Columelle et de tout ce qu'on veut. Maintenant, on va entrer dans une nouvelle phase qui est l'attestation indubitable de l'existence de tel ou tel cépage dans l'Antiquité. Donc les premiers sont des cépages suisses
la petite Arvine et la Migne. Et c'est la Mondeuse Blanche, qui est un très grand cépage du sud de la France. Donc là, voilà une bonne illustration en fait de ce qui est en train d'exploser en fait, hein, si vous voulez. C'est qu'on peut penser que dans 20 ans, on en saura beaucoup plus, et peut-être bien d'ailleurs sur les origines du CO, sur son ancienneté, que ce qu'on est en train de vous dire là. Et donc là, on peut attendre vraiment énormément de progrès sur cette connaissance des cépages dans les années à venir, justement, par l'archéologie et donc par aussi toutes les équipes qui travaillent sur ces ADN dégradés qu'on retrouve dans ces pépins fossiles. Alors, où se trouve traditionnellement ce vignoble tourangeau? Est-ce qu'il avait les mêmes bases qu'aujourd'hui? Alors, je vais parler à partir du Moyen-Âge, parce que alors là, pour le coup, pour la période antique, c'est vraiment compliqué de pouvoir en parler. À partir, on va dire, du 9e, 10e siècle, ce dont on est à peu près certain, en tout cas, pour la période médiévale, c'est que la viticulture, elle est vraiment présente partout. Alors, pour cette période-là, on parle de paroisse, et il est très, très probable qu'en fait, il n'y a pas une paroisse où vous n'avez pas un vignoble. Vraiment, la viticulture est présente partout, mais attention, elle est présente partout parce qu'on consomme du vin partout. On est dans une société où on produit aussi pour sa consommation. On n'est pas du tout dans notre société. Donc, on est aussi sur une société où l'exploitation agricole, elle est toujours polycole. C'est-à-dire que la spécialisation agricole actuelle, en fait, elle peut exister, mais elle est en réalité très, très peu pratiquée. Une exploitation, ça va être des céréales, ça va être de l'élevage, ça va être de la vigne, un petit peu. Et parfois, parce qu'il y a une demande plus importante, on pourra avoir une proportion de vignobles plus importante dans une exploitation que de céréales. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est changeant aussi à travers le temps, c'est-à-dire que là s'opère une règle de base de l'économie qui est la loi de l'offre et la demande. C'est que si vous avez un marché qui demande du vin, vous allez avoir aussi, à un moment donné, sur certaines zones d'un territoire, de développement du vignoble. Alors, traditionnellement, évidemment, le problème du vin, c'est que c'est un pondéreux. Donc, le problème du transport, la problématique du transport est vraiment très importante. Donc, les endroits déjà où un vignoble va se développer, traditionnellement, ça va être le long des cours d'eau. Donc, la vallée de la Loire, évidemment. Donc, on peut considérer que la viticulture dans la vallée de la Loire est évidemment très naturelle, je dirais, naturelle dans le sens normal, cela va de soi, puisque vous avez quasiment, c'est très facile d'aller vers un port et ensuite pour faire circuler ces tonneaux. Ces tonneaux, je vous rappelle que la bouteille n'existe pas, on ne vend pas le vin au détail, en fait, ne se vend que chez les carbartiers. Donc en fait, quand on transporte du vin, on le transporte pas par petite caisse, on le transporte par pipe. Et une pipe de vin, par exemple en Touraine, c'est à peu près 480 litres. Donc vous voyez, c'est des problématiques très importantes qui doivent être prises en compte. Donc pour répondre à la question, traditionnellement partout, et plus particulièrement, bien entendu, vallée de la Loire, vallée du Cher, essentiellement vallée de la Vienne aussi, bien sûr, et dans une moindre mesure, vallée de l'Indre. Et comme on a la chance d'avoir monsieur le maire, Amboise... Alors, Amboise, bien sûr. Alors ça, c'est vraiment... Alors, Amboise, on parle du vignoble d'Amboise. Dans le Moyen-Âge, on a des mentions du vignoble d'Amboise. On est sur des marchés fragmentés. C'est-à-dire qu'on transporte du vin, on sait transporter du vin, bien sûr, mais le vin qu'on consomme en priorité, c'est le vin, en fait, du lieu où l'on habite. Et d'ailleurs, par exemple, les princes, ces grands princes du monde, lorsqu'ils bougent, ils emportent avec eux leur vin pour le faire goûter, pour le faire boire à toute leur compagnie. Ailleurs, par exemple, au XIVe siècle, le comte de Blois, qui est aussi possessionné dans le Hainaut, est aussi comte de Hainaut. Eh bien, lorsqu'il va dans ses possessions du Nord, il précède 1 mois ou 2 mois avant, il précède son départ de chargement de vin du Blésois pour aller vers le Hainaut, vous voyez. Donc, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que on va pas au supermarché, on va pas au linéaire du supermarché pour aller chercher son vin. Donc, à un moment donné, si on a une récolte à un endroit, à un moment donné, qui n'est pas suffisante pour des raisons climatiques, etc.,
à un moment donné, un texte va en parler, va dire à ce moment-là, la reine n'aime pas, mais en fait, couramment, la reine, quand elle est amboise, qu'est-ce qu'elle boit? C'est du vin d'Amboise. Et ce que nous donnent les textes, ça n'est pas la normalité, c'est l'exception, en réalité, si vous voulez. Là, on a un texte qui demande, la reine veut avoir du vin de Tours, mais tout simplement parce que, exceptionnellement, elle ne souhaite pas avoir celui d'Amboise. Mais en réalité, elle boit le vin d'Amboise, bien sûr. On va quand même en profiter pour rendre hommage au cépage par François Ier, puisque là, on sait qu'il aimait ce cépage. Hein, on est quand même d'accord là-dessus. En tout cas, s'il l'a planté, à mon avis, c'est Voilà, qu'il devait rechercher une qualité. Oui, le premier fan du Co, c'était peut-être lui. En tout cas, il l'a fait savoir et il l'a développé. Alors, pourquoi le Co, Samuel, dans cette région? Alors, le Co, en fait, est un... alors, là, on n'a pas d'écrit, on n'a pas quelqu'un qui dit on plante du Co parce que. Donc déjà, il faut comprendre que c'est une interprétation, on fait une interprétation de la répartition du Co et du développement du Co dans la région en faisant une corrélation avec un certain nombre de faits économiques. Dans le courant, on est certain que dans le courant du XVIIIe, XIXe siècle, ce cépage se répand très largement dans la vallée du Cher, mais pas seulement, vallée de la Loire. Début du XIXe siècle, lorsqu'on peut faire une cartographie précise de l'emplacement du Co, donc à partir d'une enquête préfectorale qui s'est effectuée en 1808, en fait, ce qu'on observe, c'est que le Co est omniprésent vraiment partout. Rive droite, rive gauche de la Loire, rive droite, rive gauche du Cher. Et cette zone, le long de la Loire, en fait, jusque Langeais. Au-delà, il n'y a plus de Co, en revanche. On entre sur la zone du Cabernet-Franc et du Gros-Lot. Ça nous parle de quelque chose sur le plan historique très important qui est le marché parisien et la demande en fait du marché parisien. Et c'est véritablement cette demande du marché parisien qui va pousser déjà à faire du vin rouge et à choisir une qualité de cépage qui va donner justement à ce vin rouge une couleur, une force et une qualité aussi en termes de conservation qui est en fait recherchée par le marché parisien. Alors il y a une date qui est très, très importante, donc c'est 1577, déjà 16e siècle. 1577, vous avez donc une ordonnance du roi qui interdit, d'abord qui donne une obligation aux cabaretiers parisiens de s'approvisionner en vin au-delà d'un rayon de 20 lieues autour de Paris. C'est-à-dire interdiction, en fait, de s'approvisionner avec du vin d'Île-de-France. Donc ça, évidemment, cette décision, alors 20 lieues, c'est 88 km à peu près. 90 km à peu près. Donc déjà, ça, c'est quelque chose qui va entraîner une demande très importante vers l'Orléanais, le Blésois, et progressivement aussi vers la Touraine. On a une deuxième chose qui est très importante, c'est une consommation de vin qui devient de plus en plus importante dans la capitale. Donc une demande qui pousse. Et une troisième chose, c'est la crise de la viticulture orléanaise. Donc qui s'opère à partir de la période moderne et qui va se faire au profit de la viticulture tourangelle qui progressivement va prendre la place sur le marché parisien. Tout ça, en fait, si vous voulez, je vous disais tout à l'heure la loi de l'offre et la demande. C'est vraiment très important parce que ça fait que les vignerons tourangeaux vont avoir intérêt à développer la viticulture à telle enseigne qu'en 1725, vous allez avoir un arrêt du Conseil du roi qui va créer une première délimitation en Touraine qui va interdire de planter de la vigne, de planter de la vigne ailleurs que là où elle existe déjà. Cet arrêt va être confirmé en 1731. Mais là, il n'y a pas que la Touraine, il y a aussi le Bordelais, etc. Pourquoi ? Parce que l'une des problématiques essentielles du régime à cette époque-là, c'est d'assurer l'approvisionnement frumentaire des villes, de faire en sorte que les gens aient du pain, tout simplement. Et donc, quand vous poussez la vigne au détriment des céréales, en fait, vous mettez en danger, vous menacez l'approvisionnement des villes. Donc, on essaye de freiner quelque chose, une poussée de la viticulture
qui commence au XVIIe, XVIIIe siècle, et qu'on ne parvient pas en réalité à enrayer. Et à telle enseigne qu'en fait, on a des archives qui montrent que cet arrêt est sans cesse bafoué, à tel point qu'au milieu du XVIIIe siècle, on arrête toutes les poursuites, on n'y arrive pas, et que l'arrêt est même supprimé juste avant la Révolution française, dans les années 1780. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que cette poussée, elle va se poursuivre encore au XIXe siècle. Et en fait, l'âge d'or de la viticulture tourangelle, véritablement, c'est le XVIIIe et surtout le XIXe siècle, où on a vraiment, alors là, une explosion de l'encépagement, particulièrement dans la vallée du Cher. Et ce que l'on observe, justement, c'est que le vin qu'on veut faire, ce n'est pas du vin blanc, c'est du vin rouge, et on veut un vin avec une couleur soutenue. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, les cabaretiers parisiens, ils veulent un vin très coloré. Alors, pourquoi veulent-ils un vin coloré, très coloré ? Parce que, en réalité, une fois que les barriques rentrent au-delà des barrières d'octroi, eh bien, à partir d'une barrique, on en fait 5. Voilà, c'est ça le principe, si vous voulez. Donc, on a par exemple un marchand de Blois qui dit qu'il veut un vin très coloré et qu'il aime les vins. Donc, j'ai la référence, je ne sais plus où, mais qu'il aime bien parce que les vins de la vallée du Cher, parce qu'à partir d'une couleur, on en fait 5. C'est l'expression qu'il emploie, voyez. Et alors, donc, on peut utiliser aussi du vin blanc, etc. Mais véritablement, et là, on a plusieurs références où on mentionne justement l'intérêt d'utiliser du co. C'est que c'est un vin, comme on dit dans plusieurs textes, je l'ai trouvé, c'est un vin qui régaillardit les vins faibles. D'accord ? Donc, ça veut dire que c'est un vin qui a aussi cette qualité d'avoir une force, une couleur, une force, qui fait que... Et les Parisiens, il faut bien se comprendre que cette pratique du coupage, aujourd'hui, on peut la mépriser, mais en fait, elle est réclamée par les gens. C'est-à-dire que les gens aiment ce vin. Et ça, c'est quelque chose qui est très important, c'est que les pratiques de consommation ont aussi évolué, et ce que réclament les Parisiens, en fait, c'est ce vin-là. Donc, dans le courant du XIXe siècle, explosion de la demande parisienne, augmentation de la consommation, on consomme de plus en plus de vin, aussi, par habitant, et donc, tout ça se fait au profit de la viticulture tourangelle, et singulièrement, donc, de ce qu'on appelle les vins du Cher. Alors, les vins du Cher, eh bien, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire les vins de la vallée du Cher, les vins de la vallée de la Loire jusqu'à Langeais, exception faite, bien sûr, de Vouvray. Donc, on a privilégié dans la région le co, mais donc, quels autres cépages, plus précisément, quand même, trouve-t-on ? Alors, lorsqu'on est on prend la première enquête véritablement exhaustive, entre guillemets, que l'on ait, elle date de 1808, en fait. C'est-à-dire, on est à cette période napoléonienne où on met en place on est en fait exactement à la même période où on met en place le cadastre, le premier cadastre. Et on lance, l'administration napoléonienne lance des grandes enquêtes partout en France, de manière systématique, plus ou moins standardisée, enfin en fait c'est pas encore standardisé justement, et l'une des enquêtes qu'on a, ça va être sur justement la viticulture et particulièrement les cépages. Alors en Touraine, pour une raison, voilà, parce que le préfet, parce que c'est pas des questionnaires qui sont véritablement nationaux, il y a une directive générale, et en fait, ensuite, elle est appliquée de manière un petit peu différente selon les départements. Dans le département d'Indre-et-Loire, on va avoir un questionnaire avec, je crois me souvenir, 7-8 colonnes, et l'une des colonnes, c'est sur le cépage, où on demande à chaque maire de commune, en 1808, de faire la liste des cépages qui sont utilisés dans leur commune. Alors ça, c'est extraordinaire, parce qu'on dispose donc pour la Touraine on peut cartographier les cépages qu'on va trouver. Alors donc, le co, on le repère très très bien dans cette entité vallée du Cher étendue à la vallée de la Loire dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais il n'y a pas que ce cépage. Vous avez bien sûr donc le pinot noir, qui est sur la même zone en fait. C'est-à-dire que vous n'avez pas que le co, vous avez aussi le pinot noir. Vous avez ensuite
alors, à l'ouest, mais voilà, alors là, dans une zone, mais qui n'est pas absolument pas celle du Caux, vous allez avoir le Cabernet Franc, hein, vers l'ouest, toute la partie ouest, vers l'Anjou, hein, donc Chinonais, Bourgueillois. Alors ensuite, je me souviens plus. Le lignage. Ah oui. Alors, donc le lignage, hein, qui apparaît en Touraine sur la frange orientale, vraiment la limite avec le Loir-et-Cher. Donc là, on voit apparaître le lignage comme étant un cépage très important, qui a quasiment disparu aujourd'hui, mais en fait qui était très important, mais plutôt côté la Loir-et-Cher, et la Touraine est touchée sur ses marges. Je crois que les 3 grands cépages rouges en fait, qui sont mentionnés dans cette enquête, ce sont ceux-là. Alors après, on peut trouver aussi du gros lot, hein, bien entendu, mais il n'apparaît pas, il ne ressort pas autant que ces 3 cépages, donc, qui sont le Caux, le lignage et le pinot noir. Et bien sûr le Cabernet Franc, mais pas sur la même zone. Le Cabernet Franc, lui, justement, il ne se mélange pas avec le Caux. On trouve du chenin aussi Ah oui. traditionnellement ici? Alors oui, le chenin. Le chenin, vraiment, c'est un cépage qu'on va retrouver partout en Touraine en réalité. Hein, c'est-à-dire que c'est vraiment un cépage justement 1808 qu'on retrouve. C'est la même chose pour l'Anjou. Là, on est vraiment sur la grande zone du chenin. Mais en Anjou, peut-être à la différence de la Touraine, c'est qu'en Anjou, ça va être vraiment le cépage majoritaire blanc, tandis qu'en Touraine, j'ai l'impression il est quand même plus, il est plus mélangé avec d'autres cépages de blanc. Je ne sais pas ce que tu en penses. La spécificité de la Touraine, c'est l'association gros pinot, menu pinot, c'est-à-dire chenin hors bois, qui est expliquée par le fait que l'un donne la structure et l'autre la souplesse. C'est-à-dire que dans des lieux où la technique n'est pas extraordinaire, obtenir un vin buvable chaque année demande qu'on associe ces 2 cépages très complémentaires et qui ont un rythme à peu près similaire. C'est-à-dire qu'ils mûrissent à la même époque et on peut les vendanger ensemble. L'un donne la structure, l'autre. Et à côté, il y a d'autres cépages. Le Sauvignon commence à apparaître, mais timidement. Le Gamay, par exemple, est totalement absent, alors qu'il est très présent dans l'Orléanais, etc., etc. Alors, il y a cette fameuse crise du phylloxéra. Oui. Elle concerne Cahors, mais ici aussi, on est touché. Tout à fait. Et donc, ça provoque quel changement? Alors déjà le phylloxéra en Touraine, en fait la Touraine est l'un des derniers départements à être touché en fait par le phylloxéra. La Touraine est touchée à partir de 1882. Donc c'est quelque chose de très important sur le plan historique parce que beaucoup de régions très productrices en France vont être touchées par le phylloxéra et donc leur filière viticole va être anéantie. Alors que la Touraine va continuer son développement. Et ça va amplifier encore le développement de la viticulture tourangelle, puisque finalement, les régions qui vont pouvoir produire pour le marché vont se réduire progressivement, et la Touraine va en faire partie. Donc ça va amplifier encore cet âge d'or et la spécialisation viticole de la Touraine dans la seconde moitié, enfin à partir des années 1860-70. Ça va être vraiment, on voit des courbes de plantation qui sont absolument époustouflantes. Cette époque-là, on plante des centaines d'hectares de vignes en quelques années, quoi. Enfin, il faut comprendre que c'est vraiment un mouvement économique et social très important. Mais ça n'a pas duré longtemps. 1882, donc dans l'euphorie, on est vraiment dans une euphorie en Touraine. On a l'impression qu'on ne sera jamais touché, parce qu'évidemment, on sait qu'on voit tous les autres être touchés. Et comme de bien entendu, on a toujours le sentiment que ça ne nous concerne pas. Sauf qu'en 1882, la Touraine est touchée et les mêmes causes, mêmes résultats. La viticulture tourangelle donc, va être complètement déstructurée et va mettre plusieurs décennies à se reconstruire. Alors comment va-t-elle se reconstruire? Eh bien, elle va se reconstruire avec de nouveaux types de plantations. Alors là, on dispose d'une source très intéressante
aux archives départementales, qui sont donc qui est le cadastre viticole des années de 1956-1957, qui est très intéressant parce que pour chaque parcelle, on peut déterminer les cépages qui sont présents par parcelle, pour chaque parcelle cadastrale. Donc, et ce qui est très intéressant, c'est que les viticulteurs à l'époque ont déclaré l'année où la vigne avait été plantée. Donc c'est intéressant parce que ça permet de savoir, par exemple, dans les années 1900, 1910, 1920, qu'est-ce qu'on a planté. Et qu'est-ce qu'on a planté ? Justement, c'était plus du Caux. C'était plus du Caux. Pourquoi ? Parce que eh bien, la Touraine a perdu, à cette époque-là, tout simplement son marché parisien. C'est-à-dire que, vous savez, quand vous n'occupez pas un marché, d'autres le prennent. Et là, pour le coup, ce sont les vins du Sud qui ont pris la place. Et donc, la viticulture, eh bien, le Caux en a souffert. Donc, pour Amboise, j'ai travaillé beaucoup sur Amboise, justement, avec mes étudiants, et je vais continuer d'ailleurs. Et en fait, ce qui apparaît en 1856-57, c'est un vignoble... 1956-1957, c'est un vignoble où là, pour le coup, le gamay a pris une place très importante. Vous voyez, on vous disait le gamay, c'est pas du tout ça. Voilà, au 19e siècle. Et en fait, c'est véritablement le gamay va gagner énormément, gagner de bouse, gagner fréau, donc dans le courant du 20e siècle. C'est aussi le gros lot qui va occuper une place très importante. Et puis, bien sûr, les hybrides. Et lorsque donc, ce cadastre viticole est réalisé, 1956-57, c'est une période de crise et on arrache énormément, notamment en Amboise. Et donc, on est vraiment dans une période intermédiaire. Et le Caux existe, attention, le Caux est bien présent, mais simplement, il n'est plus majoritaire. Donc, il y a ici là, une histoire. Et ce qui est très intéressant, si vous voulez, c'est que le Caux est un cépage patrimonial de la région. C'est un cépage très important pour la région. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cette histoire, eh bien, elle a des hauts, elle a des bas, justement, et c'est ce qui fait justement l'intérêt de regarder ce que nos ancêtres ont fait, les choix qu'ils ont faits. Et aujourd'hui, le choix qui est fait par Amboise est un choix très cohérent, en fait, et qui correspond à une partie de l'histoire des vins d'Amboise, mais une partie de l'histoire des vins d'Amboise. C'est ça qui est important de souligner.